Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une période des États-Unis. Et en fait, tout est relié. Je vais vous expliquer pourquoi en fait. Et donc, je pense que c'est intéressant de parler de cette période. Et donc, ça s'appelle en anglais The Gilded Age. Et on pourrait traduire en français par l'âge d'or. Et donc, ça représente toute cette période aux États-Unis, toute la période d'industrialisation. C'était donc la majeure partie a eu lieu après la guerre de sécession, donc dans les années 1860, après les années 1860, mais ça a débuté un petit peu avant. Mais après la guerre de sécession, donc 1861-1865, si je dis pas de bêtises. Donc après, il y a eu vraiment un boom industriel en fait. Donc ça a explosé. Et donc cette période d'industrialisation a vu l'émergence d'hommes d'affaires tout puissants, tellement puissants qu'ils avaient la capacité d'acheter la classe politique. Et donc, en fait, ils faisaient ce qu'ils voulaient. En fait, c'était eux, entre guillemets, les maîtres des États-Unis. Ils avaient, enfin, États-Unis, à la rigueur, un peu plus loin également, quoi. Leur pouvoir s'étendait un peu plus loin aussi. Et donc, ces gens-là ont été appelés à l'époque par la presse locale les barons voleurs. Et donc, c'est une enquête qu'avaient fait les décodeurs ADNM il y a quelques années, un an ou 2 ans, je pense, quelque chose comme ça. Ceux qui sont un petit peu sur les réseaux sociaux alternatifs vont savoir de quoi je parle. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai entendu parler de ce terme de baron voleur. Donc on va reprendre un petit peu l'histoire. Donc au niveau de l'histoire, donc à l'époque, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, donc tout ce qui était fermier, etc. Donc ce qu'ils faisaient en fait, c'est que ils faisaient pousser, donc ils avaient leur lopin de terre, ils faisaient pousser un peu de tout en fait. Donc ce dont ils avaient besoin pour survivre. Et le surplus, à la rigueur, ils le vendaient dans des marchés locaux, ils faisaient du troc, etc. en fait. Donc par exemple, s'ils avaient un lopin de terre, sur le même lopin de terre, ils pouvaient avoir des céréales, ils pouvaient avoir du bétail, ils pouvaient avoir des pommes, des fruits, des choses comme ça en fait. Euh, et donc ça, c'était vraiment au départ. Et tout doucement, ces gens-là ont commencé à se spécialiser dans la production d'un seul produit. Et du coup, ce produit, c'était pas assez pour survivre en fait. Donc c'est comme ça qu'il y a eu vraiment, le commerce entre guillemets a commencé à vraiment se développer. Et donc ces gens-là, pour qu'ils puissent, à l'époque, donc avant la guerre de sécession, pour qu'ils puissent vendre leurs produits un peu plus loin que leur marché local, devaient si possible avoir leurs terres près, parce que tout se faisait par voie fluviale à l'époque, tout le commerce. Et donc ils devaient avoir leurs terres près de rivières, ou enfin près d'eau en fait. Euh, et donc voilà. Mais tout doucement aux États-Unis s'est développé tout ce qui est le chemin de fer, donc les voies de chemin de fer. Et c'est devenu un vrai business en fait, parce que donc justement ces hommes d'affaires qu'on appelle barons voleurs ont commencé à se rendre compte en fait qu'il y avait vraiment de l'argent à se faire là-dedans. Et donc en général ces gens-là, c'était des gens qui venaient de familles quand même assez fortunées. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé leur fortune là-dedans, en fait. Donc, beaucoup d'entre eux étaient dans le négoce des chemins de fer. Donc, une grosse majorité, c'était dans les matières premières qui étaient utilisées justement pour la construction de ces chemins de fer. Donc, tout ce qui était pétrole, acier, fer, etc. en fait. Et donc ça, c'était leur majeure partie. D'autres achetaient carrément les entreprises de chemin de fer. Enfin, c'était vraiment entre guillemets l'industrie phare de l'époque au fait aux États-Unis, parce que ça a permis vraiment les chemins de fer de développer le commerce, de tout développer en fait, le mouvement des passagers, enfin, et des marchandises. Euh, donc voilà, donc ce qu'ils ont fait, donc ils étaient tellement, donc ces personnes sont devenues tellement riches qu'à l'heure actuelle, ils seraient, en regardant en monnaie actuelle, ils seraient billionnaires, trillionnaires, etc. en fait. Donc ils avaient le pouvoir de tout acheter en fait. Et leur pratique commerciale était très très, comment on pourrait dire en français, très très rude en fait. Ils avaient vraiment afin d'avoir le monopole partout, ils étaient prêts à tout en fait, vraiment. Euh,
Et donc, il y avait deux manières de faire les choses. Donc, ceux qui s'y connaissent un peu en économie vont savoir en fait. Donc, la première possibilité, c'était ce qu'on appelle l'intégration verticale. Donc, l'intégration verticale, c'était vraiment, bon, par exemple, s'ils étaient dans le commerce de vêtements, c'était d'acheter tout le processus en fait de production et de vente du vêtement. Donc, par exemple, posséder les fermes de coton, posséder les entreprises qui font la teinture, posséder l'entreprise qui va faire l'usine qui va faire les vêtements par eux-mêmes, et même à la rigueur posséder les magasins, etc. Donc ça c'est l'intégration verticale. Donc certains barons voleurs ont fonctionné comme ça. Mais la majeure partie d'entre eux, c'était ce qu'on appelle une intégration horizontale. Donc c'était vraiment tuer, se débarrasser de toute leur concurrence directe en fait, pour s'étendre sur un territoire géographique. Et donc ils ont commencé sur des marchés locaux. Et tout doucement, ça s'est étendu à travers tous les États-Unis. Donc ils ont vraiment tout racheté en fait. Ils ont vraiment, leur idée, c'était vraiment d'avoir le monopole sur tout en fait. Donc voilà, et tout est lié en fait. Donc ce que j'avais dit précédemment dans ma dernière vidéo, c'était à propos de la science. Et donc dans cette vidéo-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai dit en fait qu'à l'époque, donc avant tout ce qui était science, etc., ce qui était utilisé pour contrôler les gens, c'était les royautés et la religion. Et ensuite, donc, la religion a tout doucement commencé à perdre de son pouvoir, tout comme les royautés. Et du coup, il a fallu remplacer ces fameuses royautés. Donc, la religion a été remplacée par la science, et les royautés ont été remplacées par ce qu'on appelle tous ces hommes d'affaires et toute la politique, la classe politique, etc. Mais quand on regarde, en fait, la classe politique, derrière, en fait, ils sont contrôlés par toutes ces personnes qui ont plus d'argent qu'eux, en fait. Donc c'est comme une pyramide. Et on voit bien, donc par exemple, donc les barons voleurs les plus connus. Donc le premier, ça a été Vanderbilt. Et donc Vanderbilt, c'est lui qui a été plus ou moins, il a débuté avant la guerre de sécession, en fait. Donc c'est lui qui a été celui qui a tout fait démarrer cette vague en fait de monopole aux États-Unis. Donc ça a été plus ou moins le premier. Ensuite, il y en avait trois très importants en fait. En gros, c'était le trio de choc entre guillemets. Donc c'était Rockefeller, c'était Henry Harriman, et le dernier, attendez que je me souviens, Andrew Carnegie, qui était écossais, mais c'était un immigrant aux États-Unis, en fait, un immigré. Et donc c'était vraiment, entre guillemets, le trio de choc. Et ces personnes, même si elles étaient euh, nées dans des familles fortunées, pour avoir un monopole si puissant, elles ont dû faire appel à des banquiers européens. Et ces banquiers européens, les plus importants, c'était les Rothschild. Donc une technique aussi, j'ai oublié de dire, que les barons voleurs faisaient, c'était qu'en fait, si vous voulez aller sur un marché, acheter un concurrent, mais que le concurrent ne voulait pas vendre, ce qu'ils faisaient, c'est que ça leur est égal, en fait, ils allaient sur son marché et ils vendaient à perte, en fait, parce qu'en fait, ils avaient le pouvoir financier de vendre à perte pendant un certain moment, pour se débarrasser du concurrent. Et une fois qu'il n'y avait plus de concurrents dans la région ou autre, ils pouvaient mettre vraiment les tarifs qu'ils voulaient en fait. Donc c'était notre technique en fait qu'ils utilisaient, connue, qu'ils utilisaient fréquemment. Et donc tous ces gens-là, juste avec leur petite fortune personnelle, ils n'avaient pas la capacité en fait. Et ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont fait des prêts à des banquiers européens, parce qu'à l'époque, aux États-Unis, il n'y avait pas de banquiers aussi puissants que les banquiers en Europe en fait. Et donc les Rothschild, en fait, c'était une famille juive. Et on en reparlera un petit peu de tout ça, en fait. Il faut bien retenir, en fait, c'était une famille juive. Et en fait, à l'époque, il y avait une différence entre la religion juive et la religion chrétienne catholique. C'est qu'en fait, les juifs, ils avaient, en fait, été, entre guillemets, dans leur religion, autorisés à faire des prêts avec intérêt en fait. Et ça, c'était interdit par
c'était refusé par tout ce qui était la religion chrétienne. Et donc du coup, c'est comme ça qu'il y a eu tous ces banquiers, en général d'origine juive, qui ont commencé à faire fortune. Et donc les Rothschild, ça a été vraiment les plus puissants, et toujours à l'heure actuelle, c'est une famille très puissante. Et en fait, ces Rothschild, comme ils n'avaient pas... Donc déjà, le premier donc, qui a fait ça, il s'appelait Mayer Rothschild. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a eu 5 fils, enfin, il a eu beaucoup d'enfants. Mais ces 5 fils qui ont survécu, il les a envoyés chacun dans des marches, dans des villes européennes différentes. Donc un a été envoyé à Paris, l'autre à Londres, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont vraiment développé leur pouvoir à l'international. Et aux États-Unis, ce qu'ils ont fait, ils ont travaillé avec un baron voleur aussi connu à l'époque qui était J.P. Morgan en fait. Et donc J.P. Morgan, vous connaissez encore bien sûr ce nom à l'heure actuelle, ça existe encore, c'est une entreprise puissante qui existe en fait. Et donc ces Rothschild, il travaillait avec J.P. Morgan, et J.P. Morgan, donc lui il était dans la finance mais aussi dans le commerce, dans les chemins de fer, etc. Et en fait, c'est lui qui a vraiment aidé tous ces barons voleurs, donc tout ce qui était, donc ils étaient vraiment avec Rockefeller, etc., Carnegie, Harriman. En fait, ils étaient tous en fait dans le même truc ensemble, en fait. Donc voilà, donc c'est important de comprendre ça. Si vous regardez mon article sur qui contrôle le monde, en fait, tout ça est lié, et je vais y venir progressivement. En fait, c'est vraiment tout lié. Surtout, retenez bien Rothschild, Rockefeller, etc. Les juifs, les familles juives, tout ça, je vais en parler, je vais développer de plus en plus, tout doucement en fait. Et donc, comprenez qu'en fait, cette partie de l'histoire des États-Unis euh, a un lien avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. En fait, toutes ces histoires de monopole, etc., ça a débuté comme ça, en fait. Et donc, il y a eu l'histoire des barons voleurs aux États-Unis, parce que c'est un exemple, en gros, le marché américain, enfin, depuis les guerres mondiales, c'est vraiment, entre guillemets, le marché de référence. Mais il y a eu des familles pareilles en Europe, en fait, et un peu partout dans le monde. Et donc, tout ça est lié, vraiment. Toutes ces familles puissantes, il faut voir, donc, par exemple, il y a eu une crise aux États-Unis en 1907, une crise financière, et les États-Unis n'avaient pas, le gouvernement n'avait pas le pouvoir, enfin ils n'avaient pas assez d'argent pour solutionner le problème. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait appel à J.P. Morgan. Ils lui ont demandé de l'argent. Et quand vous regardez l'histoire des États-Unis et partout ailleurs, en fait, politique et tout ce qui est homme d'affaires, etc., tout ce qui est la sphère financière, est très étroitement lié. Et en fait, ces gens-là, par exemple, les barons voleurs, ce qu'ils pouvaient faire aussi, c'est que à une certaine époque, certaines personnes du gouvernement américain ont essayé de mettre un stop à leur technique qui était très violente. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient les politiques. En fait, ils avaient le pouvoir d'acheter ces hommes d'affaires pour les arrêter. Et s'ils ne voulaient pas, ils allaient à la rigueur financer le parti concurrent. Donc vraiment, en fait, tout est lié. Et en fait, quand vous regardez, les gens, entre guillemets, qui contrôlent un pays, c'est pas les politiques. C'est ce qu'il y a derrière, en fait. Et on va y venir tout doucement. Donc voilà, donc, il faut regarder vraiment. Il y aura en commentaire le lien d'un article que j'ai traduit en fait. Donc j'ai utilisé l'enquête d'ADNM, mais j'ai aussi utilisé une vidéo YouTube. Je crois que ça doit être un historien américain, donc c'était une vidéo intéressante. Et j'ai mis en fait toutes les sources. Donc j'ai mis une sorte d'article. J'ai fait une sorte d'article, j'ai tout traduit et j'ai mis les sources. Donc vous pouvez regarder où est-ce que j'ai eu mes sources, etc. Et tout doucement, je vais développer en fait ce sujet-là. Donc voilà, j'espère que ce sujet vous plaira, parce que c'est vraiment très intéressant en fait de comprendre comment notre monde actuel fonctionne. Donc, et bien sûr, il faut regarder par le passé en fait pour comprendre l'actualité. Donc voilà, bon bah bonne fin de journée, au revoir.